Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la guerre entre le spinning et le casting. Non, je ne vais pas parler de la guerre entre le spinning et le casting, vous faites ce que vous voulez, mais en attendant, en spinning, j'ai quand même quelques conseils à vous donner, suivez-moi. Alors, on parle peu finalement des moulinets spinning ou de l'utilisation des cannes spinning et des moulinets spinning par rapport au casting, puisque le casting, on va dire, est quelque chose qui est arrivé dans la pêche en Europe et en France après ce bon vieux spinning qui paraît démodé pour certains, mais en fait qui a vraiment une utilité, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas d'opposition, il y a une complémentarité, et même si vous pêchez tout le temps en spinning, je pense que les conseils que je vais donner là et la discussion qu'on va avoir ensemble peut vous éclairer sur certains points. Alors, le premier des points que je voulais aborder, c'était déjà spinning. Qu'est-ce qu'on utilise? De la tresse ou fluorocarbone ou nylon? On va coupler fluorocarbone et nylon dans les deux. Quel est le meilleur outil pour utiliser avec du spinning? J'ai envie de dire les deux. Si vous avez des habitudes, c'est pas forcément bon d'en changer. Et si vous en changez, changez-en parce que vous avez une raison, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous trouvez que techniquement, tel ou tel produit va vous limiter. Et effectivement, certains produits vont être meilleurs que d'autres pour certaines utilisations. Le fluorocarbone, par exemple, ben voilà, qu'est-ce qu'on cherche quand on utilise le fluorocarbone? On cherche une meilleure invisibilité avec un indice de réfraction proche de celui de l'eau. Ça se discute, mais non pas l'indice de réfraction, lui il ne se discute pas, mais c'est l'invisibilité. Résistance à l'abrasion, pas de problème avec le fluorocarbone. Monofilament, moins, mais suivant les pêches qu'on met en place, on n'a pas forcément besoin de la résistance à l'abrasion. Fluorocarbone par rapport au monofilament, donc moins d'élasticité. On a là encore pareil, ça veut tout et rien dire, moins d'élasticité sur le fluoro, puisqu'on a des fluoros qui sont type les fluoros adéquats pour le casting, sont plus élastiques que des fluoros vraiment faits pour les bas de ligne qui eux ont beaucoup moins d'élasticité et sont ultra raides. Donc on va trouver de tout aussi dans les fluorocarbones, ce qui complique votre tâche, je l'avoue, mais il y a un test très simple pour savoir si votre fluorocarbone est un peu élastique. Vous en sortez un petit mètre, vous tirez sur la gueule et vous voyez si il se tend ou non. Donc le fluorocarbone, juste pour revenir sur l'invisibilité, vous donner un petit élément de réflexion. Effectivement, l'indice de réfraction est proche de celui de l'eau, ce qui le rend virtuellement invisible. Mais en fait, ce qui fait la spécificité du fluorocarbone, c'est son indice de réfraction qui est proche de celui de l'eau. Mais en fait, la problématique que souvent on ne prend pas en compte, c'est la réflexion de la lumière du soleil sur en fait la surface du fluorocarbone, qui le rend en fait visible. Et c'est ce paramètre-là. Alors, dans les pêches verticales, ça ne sera pas un vrai problème parce qu'en fait, vous êtes en verticalité et la lumière rapidement va disparaître. Par contre, sur toutes les pêches vraiment horizontales, linéaires, finalement, il n'a pas beaucoup d'avantages parce que le fluorocarbone va prendre le soleil sur sa surface, comme il brille, et il va se réfléchir, ce côté brillant va se réfléchir sur le film de la surface et va devenir visible. Donc c'est quelque chose, en tout cas je pense pour les pêcheurs en rivière claire, les truiteux, etc., c'est quelque chose à prendre en compte et peut-être utiliser plutôt des nylons type camouflage dans ces cas-là que du fluoro. Le nylon camouflage, en fait, on va couper la séquence de couleurs, il va beaucoup mieux se camoufler et finalement un animal qui cherche à disparaître dans le paysage, il
il ne revêt pas un costume d'homme invisible, mais il se camoufle. Et c'est comme ça qu'il disparaît dans le paysage. Donc je pense qu'on pourrait s'en inspirer un peu plus plutôt que d'essayer d'utiliser du fluorocarbone à tout crin tout le temps. Voilà. Donc maintenant, le nylon donc, est un peu plus étirable et ça va nous aider des fois dans les pêches quand on n'a pas forcément besoin de vraiment animer notre leurre, de le saccader, de lui donner une impulsion. Le nylon va nous aider à avoir justement cette élasticité supplémentaire et qui fait que, notamment à la prise en bouche, le poisson va moins sentir le toc, il va avoir plus d'élasticité et il aura tendance à moins recracher vite. Donc typiquement les pêches de crankbait, etc., toutes les pêches en linéaire, ça va nous intéresser. Donc en spinning, il faut savoir aussi que voilà, la profondeur à laquelle vous allez pêcher va aussi influencer votre choix. Avec du nylon, dans les faibles diamètres, sur les faibles poids, vous descendrez, je trouve, un nylon au fluorocarbone, vous pouvez pêcher fin et vous descendrez plus vite avec un nylon qu'avec une tresse, où il faudra forcément avoir des tresses ultra fines qui peuvent être vraiment ultra cassantes, parce que la tresse, quand vous enlevez l'élasticité, effectivement, vous récupérez de l'information, mais c'est au détriment de l'élasticité, justement, et quand vous ajoutez une canne raide et pas d'élasticité, eh bien, il se peut que vous cassiez votre tresse régulièrement au ferrage parce que vous n'avez pas pris en compte le manque d'élasticité de votre ensemble. Donc ça, pensez-y aussi. Quand vous allez choisir de la tresse, pensez à garder un peu de souplesse dans votre canne pour pouvoir compenser le manque d'élasticité pendant votre combat. D'accord? Et en tout cas, si vous n'avez pas d'élasticité dans votre canne, ni dans votre ligne, eh bien, ça sera tout le travail de poignet, le travail du frein sur lequel il faudra jouer. Moi perso, je travaille souvent frein serré et donc j'ai besoin d'élasticité, donc je vais avoir tendance à avoir des cannes quand même qui gardent un peu de rondeur, un peu de souplesse en pointe. Quant à la tresse, il faut bien comprendre que ce qui va jouer beaucoup dans votre choix sur la tresse, ça va être le diamètre. Le diamètre est très important. Alors, au-delà de la résistance en fonction des pêches que vous ciblez, pensez que des gros diamètres vont vous empêcher de descendre et les fins de diamètre vont vous faciliter dans une certaine mesure la descente. Donc, j'ai envie de dire presque le seul paramètre qu'on va considérer, c'est vraiment le diamètre et le type de pêche qu'on met en œuvre. Toujours pensez à vos 20-80, hein, j'insiste là-dessus souvent, mais regardez votre boîte à pêche et regardez, voilà, je pêche 80% de mon temps au PN, je pêche 80% de mon temps au leurre souple, ou ben oui, je suis très complet et je pêche 50-50 les deux techniques. Donc analysez bien votre type de pêche et vous en déduirez votre besoin, d'accord? Et donc si vous commencez, ben, ciblez bien, voilà, j'entends souvent des gens en ce moment dire « ouais, je veux pêcher big bait, big bait, big bait ». D'accord, mais ça représente combien de pourcents de votre pêche? Est-ce que vous dédiez un ensemble complet au big bait ou pas? Voilà. Donc ça, pensez-y quand même dans le choix de la tresse que vous ferez. Elle a une influence essentiellement sur la profondeur de nage. Alors pour finir, avant de passer au deuxième point, pour finir sur tresse ou fluoro, pensez à une chose quand vous êtes avec des topwater, c'est que ce que vous allez utiliser va avoir une grande incidence sur le comportement de votre leurre. Donc ça rejoint ce qu'on disait pour pêcher sous l'eau, mais sur l'eau, il faut savoir que le fluoro ne flotte pas, le fluoro coule, et le nylon flotte, et la tresse, on va dire comme elle est, c'est une tresse, il y a de l'air dedans, elle a plutôt tendance à flotter. Donc quand vous allez utiliser, et ça c'est la petite astuce, quand vous allez utiliser des petits leurres de surface, les insectes qui sont très peu flottants, des topwater de petite taille,
pensez à utiliser du nylon plutôt que du fluoro, ce qui permettra en fait au fil de flotter dans une certaine mesure, et ce qui fait que sur vos temps de pause, au lieu que votre bas de ligne se mette à couler et qu'à la reprise votre leurre ait tendance à passer sous l'eau, sous la pellicule, et vous le coulerez comme de cette manière-là, et bien en fait pour le maintenir hors de l'eau, pensez à utiliser du nylon au lieu du fluorocarbone. Et en plus que là, vous n'avez pas besoin de ce manque d'élasticité, vous n'avez pas besoin de problème, vous n'avez pas le problème d'abrasion particulier, etc. Donc, utiliser du nylon, ça va très bien. Voilà. Et si vous pêchez en tresse, pareil, si vous êtes déjà équipé en tresse, ben à ce moment-là, faites un bas de ligne en nylon au bout de la tresse et ça ira très bien. Le fluoro, réservez-le vraiment pour les pêches, pour aller plus en profondeur et aller au contact des obstacles. Puisque c'est l'abrasion qui va vous intéresser. Et là, encore une fois, pensez-y, si vous utilisez de la tresse, essayez de calculer de combien de mètres vous avez besoin pour résister à l'abrasion. La tresse n'est pas du tout résistante à l'abrasion, donc vous voulez votre fluorocarbone pour faire tampon. Si vous avez des obstacles qui font 2 mètres de haut, ne mettez pas 50 cm de fluorocarbone, puisque vous aurez votre tresse qui va passer dans l'obstacle. Et si vous ne savez pas, observez, c'est-à-dire que votre tresse, à un moment donné, vous allez commencer à la voir s'effilocher, ou vous voyez votre fluorocarbone qui est effiloché très haut, qui commence à être mat. Refaites un bas de ligne rapidement et rajoutez peut-être 1 mètre. Voilà, donc il n'y a pas de contre-indication à avoir des longs bas de ligne, du moment que ils vont en fait vous servir à résister à l'abrasion et vous servir à rentrer dans les obstacles. Si vous pêchez en vertical dans les obstacles qui font 3 mètres de profondeur, si vous avez 2 mètres de tresse dans l'obstacle, il est dans l'obstacle. Et quand vous allez combattre, vous avez votre tresse qui va se passer sur les obstacles. Et si vous avez des moules et des choses comme ça, je peux vous dire, ça ne va pas faire long feu. D'accord ? Allez, on passe au deuxième point. Et le deuxième point, c'est tresse visible contre tresse invisible. J'exagère. Comme notre tresse, on va dire neutre, avec une visibilité plus faible. En tout cas pour vous. Laquelle choisir finalement? Parce que au final, on a plutôt tendance à vouloir utiliser des tresses très visibles, en se disant, ben voilà, même quand je pêche en linéaire, je vois ma tresse et je pêche au fil, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois les déplacements, ça m'aide, etc. Je contrôle mieux ma ligne. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Effectivement, vous pêchez mieux, mais le poisson, il vous voit mieux aussi. Et il vous voit d'autant mieux que vous pêchez toutes les techniques dites horizontales. Donc, c'est vraiment la pêche en linéaire, vous lancez, vous ramenez. Je parle pas de pêche à gratter au fond, mais je parle vraiment de pêche en linéaire. Donc typiquement toutes les pêches aux poissons nageurs, toutes les pêches entre deux eaux ou près de la surface, ou en surface. Qu'est-ce qui va se passer quand vous utilisez une tresse ultra visible dans ces cas-là? La tresse va se voir, le poisson potentiellement va voir passer la tresse au-dessus de lui et vous lui donnez l'occasion de détecter votre présence et de s'alarmer. Si vous utilisez une tresse qui est plus neutre, qui est moins visible, moins flashy, potentiellement vous allez moins éveiller le poisson. Donc, si j'ai un conseil à donner, toutes ces pêches linéaires, vraiment de prospection, etc., dites de power fishing, entre deux eaux ou près de la surface, utilisez des tresses de couleur neutre, plutôt verte, et réservez les couleurs flashy aux pêches plus verticales, c'est-à-dire à gratter sur le fond, la pêche verticale pure ou la pêche en linéaire à gratter au fond, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, là pour le coup, vous avez votre bas de ligne qui écarte la tresse du poisson, et le fait que la tresse soit plus en verticalité, elle passe moins sur la gueule du poisson, et même s'il passe à côté, il va peut-être l'entendre, mais il ne va pas forcément la voir, donc il n'y a pas le même impact. Donc ces tresses-là, super visibles, réservez-les aux pêches de fond.
Voilà, ça c'était un petit conseil. Tresse visible contre tresse moins visible. On passe au numéro 3. Alors, petit conseil numéro 3. Ça, c'est les perruques. Alors, comment elles se forment, pourquoi et comment on va les enlever? Alors, surtout si vous êtes débutant, de quoi on parle au début, à chaque fois qu'on pêche, c'est « je fais des perruques ». Les perruques, le cauchemar de tous les pêcheurs, débutants ou confirmés. Alors, il y a une raison, en fait, aux perruques. Et c'est le fait que quand vous allez commencer à récupérer, soit parce que vous utilisez des leurres de faible grammage, assez légers, soit vous avez du vent, soit il y a certains gestes que vous faites qui font que au moment de commencer à récupérer, vous n'êtes pas vraiment en tension et vous allez générer des spires qui ne seront pas assez serrées, pas assez jointives. Et c'est ces spires-là qui, après, petit à petit, avec les frottements, vont éventuellement sortir de la bobine, avant de devoir sortir de la bobine. Donc, première des choses à faire, c'est de bien comprendre que c'est vraiment la tension de votre ligne qui va générer ces perruques-là. D'accord? Donc, comment on peut, maintenant qu'on sait que ça va faire des perruques, comment on peut le régler? C'est le quatrième point. Quatrième point, comment on va le régler? C'est déjà votre gestuelle. Quand vous allez lancer, vous lancez et souvent, le premier réflexe, si on ne vous le dit pas, c'est d'essayer de fermer sans rabattre le pick-up à la main. On voit encore dans les magasins des gens qui demandent et qui sont en train de tester, de voir si le pick-up se ferme bien de façon fluide, etc. Quand vous faites ce geste-là, en fait, vous avez 9 chances sur 10 qu'au moment où vous faites ce geste, il y a un accro et vous ne faites pas de spire jointive à ce moment-là. D'accord? Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de dire, hop, vous jetez, et quand vous arrivez, vous avez déjà la main sur la bobine, vous êtes en train de ralentir, de freiner, donc vous mettez en tension, et vous rabattez le pick-up pour pouvoir commencer votre récupération. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est de dire, qu'est-ce que je fais avant aussi de commencer à récupérer? Des fois, votre geste, c'est, vous avez lancé, vous avez pris contact, votre leurre vient de prendre contact avec la surface, et en fait, pour pouvoir le laisser couler là et pas attaquer une diagonale, souvent, vous faites un geste en arrière comme ça pour libérer du fil de la bobine. Vous redescendez comme ça, donc là, pour le coup, tout est libre, il n'y a plus de tension, et vous fermez le pick-up. Et donc, vous fermez le pick-up avec une ligne qui est complètement détendue, et de nouveau, même problème, on n'a plus de spire jointive, on n'est plus en tension, et potentiellement, on va générer ces perruques. Donc, comment je fais? Eh bien, pareil, hop, je libère ma ligne, je redonne du mou pour que mon leurre descende bien à la verticale, et là, en fait, je vais attendre, pick-up ouvert, que ma ligne se retende, et quand, en fait, je vais de nouveau avoir le poids et je vais ressentir mon leurre, et là, je suis de nouveau au contact, et je le sens bien, je vais fermer mon pick-up. D'accord? Donc, des choses finalement très simples dans votre gestuelle à intégrer, et surtout si vous débutez, intégrez-les dès le départ. Des fois, quand on a pris les mauvaises habitudes, ça va mettre un peu plus de temps, mais pensez à ces petits gestes simples qui vont faire en sorte que ça va vous éviter ces problèmes-là. Le vent aussi va souvent jouer un rôle dans la tension, parce que le vent va vous prendre votre ligne, et là pareil, ce que je préconise, à partir du moment où vous allez faire le mouvement à la main, vous allez prendre conscience de ça, et en fait vous allez retendre votre ligne et fermer votre pick-up. D'accord? Donc des petits gestes simples qui vont vous aider à ne pas faire de perruques. Et si jamais vous faites des perruques, parce qu'il y a un autre petit point,
qui fait des perruques, c'est votre nœud de raccord entre le fluoro et la tresse. Si vous n'êtes pas soigneux comme moi, que vous faites des nœuds raccords, notamment le nœud en 8 pour aller vite avec la ligature sur le fluoro, moi je coupe souvent je charge par mon ciseau, etc. Je vais couper avec les dents. La problématique de ça, c'est que quand vous coupez avec les dents, vous faites en fait un point d'accrochage parce que vous aplatissez le fluorocarbone ou votre nylon. Et dans les spires qui ne sont pas jointifs, justement, ça va être comme un scratch. Et ça va venir tirer les spires avant de sortir. Donc si vous avez un long bas de ligne et que votre nœud de jonction est dans le moulinet, ça va potentiellement générer perruque. Donc soit vous remontez votre nœud sur la canne et vous le laissez pas dans le moulinet, soit vous faites attention à faire un joli nœud. Les FG sont bien, ils sont un peu longs, j'ai toujours la flemme, donc je continue à faire mon nœud rapide, mais par contre utiliser les ciseaux, faire bien une coupe rase, bien propre et qui ne va pas vous tirer les spires constamment. Plus vous utilisez de la tresse fine, plus ça va être vrai et plus vous aurez ce problème-là. Maintenant, vous avez fait quand même la perruque, ça vous arrive, ou votre pote l'a fait, il n'avait pas vu la vidéo, et il a fait la perruque. Qu'est-ce que vous faites? N'ouvrez pas le pick-up pour essayer de défaire la perruque que vous avez fait, qui est dans le moulinet pour le moment, et pour le moment, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de sermé. Ce que vous faites, c'est que vous desserrez à fond le frein de combat, et en fait, vous allez tirer. Alors je sais, ça paraît de la palissade, mais combien de fois je vois des gars ouvrir le pick-up et tout sortir, et en fait tout d'un coup, voilà. Et là vous voyez, hop, quand j'arrive à la boucle, quand je tire, elle va se défaire toute seule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, hop, vous rembobinez. Voilà, évitez de m'accrocher. Voilà, vous rembobinez et le tour est joué, vous pouvez continuer de pêcher sans avoir perdu de tresse parce que ça c'est vraiment le truc où c'est vraiment pénible. Vous voyez un paquet de tresses, une perruque de tresses partir dans vos anneaux et quand la perruque se coince pas dans les anneaux et que tout d'un coup votre leurre, vous le voyez partir bien plus loin. Donc ben voilà, ça j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si vous connaissiez cette astuce, tiens, dites-moi-le, ou alors est-ce que vous l'avez appris ou est-ce que je vous ai appris quelque chose? Moi en tout cas je pense que cette astuce, je ne sais pas pourquoi, je pense que peu de gens la connaissaient. Pourtant elle me paraît à l'usage très simple. Ouais, dites-moi-le dans les commentaires, profitez-en. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le syndrome de la berge opposée. Le fameux syndrome de la berge opposée où en fait j'ai choisi le spinning parce que ça lance loin. Et combien de fois, quand on a voulu vous expliquer les avantages du casting, vous nous avez répondu non, 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 mais en fait le casting ça va pas loin. D'ailleurs, par rapport au casting, suivez le lien là si vous voulez débuter au casting. On vous a fait une petite vidéo d'introduction, comment débuter au casting. Et il y a une autre vidéo à suivre, les premiers lancers, les lancers les plus faciles à utiliser en casting. On fait 2 petites vidéos sur le sujet des castings. Fin de l'aparté. Revenons au syndrome de la berge opposée. J'utilise un moulinet spinning pour aller super loin. Mais il y a un facteur qui joue dans votre... Enfin, il y a 2 facteurs qui jouent dans votre distance de lancer. Vous allez avoir le diamètre de votre tresse, enfin le diamètre de votre ligne. De façon très simple, plus votre diamètre est fin, plus vous irez loin. Ça, c'est la première des choses à bien comprendre. Et donc, plus vous voulez aller pêcher loin, parce que c'est votre spot l'impose, etc., plus vous chercherez le ratio de diamètre pour la pêche que vous faites le plus fin possible. D'accord? Alors, bien entendu, la longueur de la canne va jouer, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Mais là, on parle vraiment du moulinet et de ce qu'on met dedans, et le diamètre de la tresse. Si vous pouvez descendre de quelques dixièmes, si vous pouvez passer d'une tresse en 14 à une tresse en 12, voire en 10 ou 11, faites-le. C'est inutile de pêcher trop gros, parce que entre votre frein bien réglé,
la main, la canne, etc., vous avez largement 9 fois sur 10 de quoi combattre tous les poissons, même les plus gros. Et on le voit bien aujourd'hui dans les silures qui sont sorties par accident sur des lignes très fines. C'est la gestion du combat qui va faire la différence. Donc n'hésitez pas à affiner, tout autant que vous n'utilisez pas du big bait et que le big bait, à chaque fois que vous ferez une perruque, vous perdez le prix du big bait. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de contre-indication, affinez votre diamètre de tresse pour aller plus loin, y compris avec les nylons ou les fluorocarbones. Plus vous aurez des nylons fins, moins ils auront de résistance à l'air et plus votre leurre pourra aller loin. Voilà. Un premier point, les diamètres. Le deuxième point, c'est le taux de remplissage de votre bobine. Taux de remplissage de votre bobine, il y a une différence à connaître entre la tresse et le fluoro. Je vais rester super simple. La tresse, vous pouvez remplir un peu plus que le fluoro. Le fluoro ou le nylon va avoir tendance à foisonner un peu plus. Donc, par rapport à la lèvre, là, vous allez rester peut-être quelques milles en dessous, alors qu'avec la tresse, vous pourrez vous permettre vraiment de surcharger un chouïa plus qu'avec du nylon ou du fluorocarbone. Donc voilà, ça c'est une petite indication aussi pour éviter de faire ces perruques, de ne pas surcharger votre moulinet, sinon vous allez foisonner et au lancer, vous allez avoir tout un tas de spires qui vont partir direct dans votre canne. Finalement, voilà, c'est les choses à connaître. Il y a deux choses à connaître: le diamètre de votre tresse et le bon remplissage de votre moulinet. Pareil, petite astuce, mettez un bas de ligne, un backup en nylon X, ça vous évitera de charger de trop en tresse, à part si vous allez pêcher en exo, mais bon, pour pêcher en eau douce ou même en mer aujourd'hui sur des poissons classiques, 100 mètres de tresse est largement suffisant. Donc vous pouvez vous permettre de mettre un backup, et pour économiser de la tresse, c'est pas la peine de mettre de tresse sur de la tresse. Mettez un bas de ligne et celui-là il restera tresse après tresse, et ça vous permet aussi de bien ajuster et d'avoir cette capacité d'ajustement dessous. Si vous ne remplissez pas les 100 mètres ou les 130 mètres de la bobine, vous despoulez de nouveau et vous enlevez du backing et vous respoulez par dessus. Voilà, donc il y a plein de vidéos pour les petits conseils pour spooler un spinning. Je voulais juste vous parler de ceux dont j'entends moins parler, des petites astuces que j'utilise depuis longtemps et qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé le contenu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, la cloche, parce qu'avec Samy, on vous sort 2 vidéos par semaine. Ça vous permet de recevoir la notification. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à continuer cette chaîne. En attendant, on se retrouve très bientôt au bord de l'eau. Portez-vous bien.